Salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie et aujourd'hui on se retrouve pour une série que je n'aime pas particulièrement. Et oui, première révélation. Aujourd'hui on va parler d'une série qui a fait un bruit énorme, mais un truc de malade mental pour plusieurs raisons. Il s'agit de Dice Throne. Et moi j'aime pas Dice Throne, voilà. Je le dis direct. Pourtant, ça partait bien. Je veux dire, l'édition ouf avec les rangements, etc. de personnages, les plateaux qui sont super beaux qu'on a ici. Voilà. La DA vraiment pas mal avec cette DA assez cool. Les lancers de dés, moi j'aime beaucoup King of Tokyo par exemple. Donc vraiment, il y avait tout pour que ça me plaise. Et de la symétrie. En plus, j'aime beaucoup la symétrie. Et pourtant, bah, pas ouf. Voilà, vraiment, Gladys Rock, ça n'a pas été un coup de cœur. Et les mecs se sont dit, bah écoutez, on va finalement te faire aimer la licence d'Ice Throne en proposant quelque chose de nouveau. Celui qui, à la base, était un jeu de duel finalement, ou même plus, mais très clairement, il faut jouer en mode duel, se retrouve à être un jeu, une extension même. Ils sont sortis une extension qui est énorme, qui s'appelle Dice Throne Adventures, qui est énorme. Franchement, c'est assez incroyable la taille du bordel. Donc Dice Throne Adventure, donc c'est sorti là récemment chez nous par Lucky Duck, hein, pour ceux qui ont fait la campagne Kickstarter comme moi, ou ceux qui ont la chance d'avoir du stock, sont bien contents aujourd'hui, puisque c'est un jeu qui est finalement difficilement trouvable tout de suite. Et Dice Throne Adventure, donc c'est un jeu, enfin c'est une extension, c'est rare d'avoir une aussi grosse extension pour un jeu, mais c'est une extension pour le jeu donc asymétrique de duel Dice Throne. Donc c'est une extension coop en mode dungeon crawler. Et le but, ça va être de vous servir des personnages de Dice Throne, donc très classiques, hein, et pour le coup, de déambuler dans des donjons en chopant du loot, en améliorant votre paquet de cartes. Et voilà, il n'y a pas vraiment de niveau, vous améliorez pas vos dés, vous améliorez seulement les cartes en chopant des équipements, en chopant des trucs plus puissants, etc. etc. Alors, les petites infos de base avant qu'on passe au matériel, donc ça se joue de 1 à 4 joueurs pour une durée, je dirais, pour une campagne, il faut bien 1h30, 2 heures, je dirais, pour effectuer un chapitre de campagne. Et on va passer tout de suite au matériel, mes amis. Alors donc, une immense boîte pour ce... Alors j'aime beaucoup le design de la boîte en mode format livre. Je trouve ça assez sympa. Genre on va vivre des aventures, on est vraiment dans le délire. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas du tout un jeu qui va vous proposer une narration, hein. Il s'agit vraiment d'un dungeon crawler, tout ce qui est de plus classique, avec une sorte de... voilà, très plus familial, avec vraiment des objectifs. Enfin, quand même, le but c'est de progresser pour arriver à un boss, hein. On est sur l'essence, de toute façon j'aurai l'occasion de le dire, hein, l'essence du dungeon crawler. Donc à l'intérieur, on retrouve l'expertise finalement de Roxley, donc l'éditeur, hein, qui a aussi fait Radlands, hein, par ailleurs. Ça, c'est vrai que c'est un détail qui me paraît assez intéressant à en parler. Avec un livre de règles finalement qui est très très court. Ça c'est vraiment très très sympa. On a, alors bien sûr, mettez-vous en tête qu'il s'agit là d'une extension, donc il faut que vous ayez les règles du jeu de base en tête, hein, sinon vous ne pourrez pas jouer au jeu. Mais en ce qui concerne la partie purement adventure, elle est très simple à prendre en main. Et je suis même pas sûr d'avoir parcouru tout le livre de règles, tellement finalement c'était assez évident pour moi, si vous voulez, de ce qui allait se passer. Ensuite, vous avez une petite fiche. Alors bon, l'idée est très bonne, hein, de faire une fiche de score plastifiée, mais bon, je vous conseillerais bien sûr de passer par d'imprimer, parce que c'est plastifié, donc vous allez, à moins que si vous avez des feutres qui s'effacent, forcément c'est à utilisation presque unique puisque vous avez un recto verso. Voilà, et alors déjà, moi, vous savez, quand vous êtes dans un dungeon crawler, vous avez souvent un problème, c'est que vous avez beaucoup de jetons. Je pense à notamment à Gloomhaven, à Sword and Sorcery, etc.
Et vous avez rien pour les ranger, ce qui est très chiant puisque vous conservez tout dans des sachets en plastique et la plupart du temps vous êtes obligé de vous faire des inserts ou d'en acheter, enfin bref. Vous rajoutez des charges où on aurait un peu la flemme, hein, finalement on se passerait bien de le faire. Là, les mecs ont pensé, ils se sont dit tiens, on va faire un casier où ranger les jetons. Et ça, très honnêtement, messieurs les développeurs, les éditeurs, pensez à ce genre de choses qui est bien plus important qu'une plâtrée de matériel inutile. C'est quand vous avez des jetons, mettez ce genre de rangement. C'est extrêmement pratique. Certains diront que ça pollue. Je suis désolé, mais des sachets en plastique à foison, je considère que ça pollue tout autant, hein, bien évidemment. Mais faites l'effort de ça parce que ça, c'est un confort de jeu qui est incroyable. Et très clairement, voilà, c'est vraiment agréable d'avoir tous les jetons de Dice Throne, surtout qu'il y en a pas mal, hein, vous les voyez, dans un casier comme ça. Voilà, ensuite vous avez un gros casier qui sert, qui est un peu gros pour rien en fait. Donc dedans, vous avez les cadrans. Ah non, c'est les cadrans de mobs. Vous avez les dés de monstres là-dedans. Avec les dés de butin. Parce qu'en fait, les monstres, vous avez des monstres de base et des boss dans cette extension. Les monstres auront toujours ces dés là. Ces dés avec ces faces là. Il y aura des dés 20 pour définir le butin, la qualité du butin que vous allez choper à chaque fin de combat. Des cadrans, des nouveaux cadrans. Alors d'ailleurs, pareil, le souci des détails, l'insert est fait pour que les cadrans se rangent bien. Vous avez un cadran pour l'or, puisque vous allez pouvoir gagner de l'or. Des standees. Alors ici, il y a 2 espaces, mais on comprend pas trop pourquoi. Je me souviens plus à quoi sert le deuxième, mais j'ai pas trouvé ça très pertinent de mettre un espace aussi grand pour les standees, mais bon. Et les standees, donc ce qui est bien... alors moi, vous savez, je suis l'école de dire, parfois les standees, c'est mieux que les figurines quand c'est bien fait. Je pense notamment à Uprising qui est l'exemple le plus parlant pour moi, avec des standees qui sont ultra propres, qui sont très reconnaissables pour un jeu de stratégie 4X, c'est vraiment super. Ceux-là sont très bien. Et honnêtement, moi, voilà. Ils sont coupés, ils ont un découpage qui est propre. Et en plus, il y a les persos de la saison 2 qui sortent en même temps en français que cette extension. Donc c'est bien qu'ils aient pensé en avance à se dire, bah voilà, on a les persos de la saison 2 également. Et donc là, vous avez la majeure partie de la boîte qui est prise par ces 2 éléments. Donc vous avez ici, alors ça c'est en fait la feuille, le tableau des loots. Donc vous lancez le D20 en fonction du niveau de récompense et vous allez avoir les différents loots. Et en dessous, vous aurez, alors ça je ne vais pas vous montrer, hein, ce sont les boss. Donc il y a 4 boss donc, qui sont présents sur la boîte, hein, en image, donc c'est du faux spoil. Mais sachez qu'il y a aussi des plateaux boss qui sont comme les vôtres, sauf que bah, évidemment, vous allez jouer, vous n'allez pas pouvoir les jouer, vous allez jouer contre eux. Et voilà, donc là on touche au cœur on va dire, du matériel. Donc le plus lourd, cette boîte absolument immense de cartes, très 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 bien faite, hein. Mention spéciale, vraiment on peut leur reprocher des choses, hein, sur l'équilibrage des jeux, enfin de Dice Throne, sur même l'intérêt global de leur jeu, hein. Moi je ne l'ai pas trouvé pour Dice Throne, mais très clairement au niveau du matériel on est bien servi. J'arrive pas à l'ouvrir par contre ce box là. Voilà, donc un box rempli de... Alors déjà, niveau rangement, hein, comme je vous ai dit, c'est impeccable. Vous avez pas mal de choses ici. Déjà, vous avez les paquets des boss, des différents boss que vous allez pouvoir jouer contre. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez les loots. Alors ça, c'est la partie la plus intéressante du jeu. Les loots. Donc les cartes que vous allez pouvoir récupérer à mettre dans votre paquet. À savoir que pour ce qui est des légendaires, vous allez pouvoir avoir des choses qui sont holographiques, des cartes holographiques du plus bel effet. Donc voilà, très 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 sympa. Avec toujours une bonne qualité de carte, je trouve globalement. Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, hein, mais elles sont quand même plutôt propres. Vous avez ici en bas les différentes cartes de monstres, voilà, qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est les monstres des donjons. Donc en fait, ils ont leurs dés, donc les dés c'est toujours les mêmes, donc c'est assez simple pour ça à reconnaître.
Mais en fait, globalement, eux, ils ont un objectif de lancer. Donc quand ils vont lancer leur dé, ils vont essayer d'absolument d'avoir les choses qui sont en bas. Et en fonction de ce qu'ils ont eu, ils auront une attaque. Et vous en avez des boss de 4 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Des paquets héritage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand vous avez fini la campagne, il y en a aussi pour les loots. Hein, ici. Quand vous avez fini la campagne, bah, en fait, vous allez avoir des paquets supplémentaires. Voilà. Donc je pense que c'est des cartes loot supplémentaires. Pareil pour les tuiles. Les tuiles, on en parle direct. Les tuiles, c'est tout simple. Vous avez placé un peu à la Subterra dans un donjon. Voilà. En fonction du setup de donjon que vous allez avoir. Parce que oui, il y a plusieurs setups de donjon. Vous allez placer face cachée et vous allez retourner quand vous allez les tuer. On est sur voilà, des découvertes de tuiles très 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 classiques. Et donc, j'en parlais il y a 2 secondes, les setups de donjons, donc on voit ici, je crois que c'est le niveau, on va dire, du donjon. Donc vous commencez niveau 1 et vous pouvez avoir différents setups de donjons, donc 4 différents. Voilà un petit peu pour le matériel, donc en fait il y a beaucoup de choses, mais en même temps pas trop, et du coup écoutez, c'est fort agréable. On a vraiment tout ce qu'il faut. Et comme vous allez débarquer avec vos boîtes de personnages, en fait, finalement, le jeu s'épargne quand même beaucoup de superflu. Il va à l'essentiel, il n'y a pas 1 milliard de trucs qui va traîner sur la table. Et ça, je vous le dis direct, c'est une grosse qualité du jeu. C'est que finalement, il prend pas beaucoup de place. Et contrairement à beaucoup d'autres jeux, et dont un que j'ai testé récemment. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les principes de base, hein, vraiment très rapidement, parce que vous savez que maintenant, je me fais pas chier à expliquer les règles, hein, je pense que vous pourrez les apprendre, il y a des vidéos règles pour ça, vous pourrez les apprendre par vous-même. Moi je vais vous juste montrer un peu les mécaniques et ce que j'en ai pensé. Voilà, alors, donc, la mise en place, vous allez voir, est très simple, je la fais de souvenir parce que on est en pleine campagne, alors ça fait un moment. En fait, le problème dans ce genre de jeu, c'est que des jeux à campagne, c'est qu'il faut que vous réinitiez les gens, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Donc au début, vous allez commencer donc au niveau 1, vous allez prendre une carte de donjon, et en fait sur cette carte, c'est vachement bien foutu. Vous allez avoir toutes les infos nécessaires pour mettre en place votre donjon. Voilà. Donc vous allez tirer aléatoirement les tuiles qu'il y a là-dessus, hein, en fonction de leur numéro, de leur couleur, etc. Voilà. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Alors il y a un truc que j'ai pas dit c'est vrai qui est assez important, c'est qu'en fait le jeu se passe en 8 chapitres. Donc lors de ces 8 chapitres, vous avez alterné entre des phases dites d'exploration de portail. Donc là, ce que je suis en train de faire avec les tuiles, donc la partie dungeon crawler. Et par exemple, au chapitre suivant, chapitre 2, ce sera forcément un combat de boss. Ensuite, on refera une exploration de portail. Ensuite, un combat de boss, et ainsi de suite. Donc le boss étant, bien sûr, je crois, aléatoire. Je me souviens plus ça pour le coup. Et préparez-vous à vraiment avoir ces deux choses-là. Il n'y en aura pas plus de différentes. C'est vraiment comme ça que fonctionne le jeu. Donc, vous voyez, j'ai installé conformément au schéma donc mes petits éléments. Alors, les tuiles de couleur donc, qui représentent la difficulté généralement des tuiles, puisque vous imaginez bien quand je vais les explorer, donc les retourner, je vais faire pop des ennemis. Ça paraît logique. Et donc j'ai posé plusieurs jetons dessus sur toutes ces tuiles. Donc on a 2 types de jetons là actuellement. Alors j'ai pas mis les salves, je vais en parler juste après, hein, bien sûr. Vous avez en fait des petits éléments comme ça, des parties de dés qui en fait vous serviront à reconstituer le portail qui est ici, vous voyez. Le portail qui correspond en fait à 3 morceaux de dés. Donc en fait l'idée c'est que pour reconstituer ce portail et donc sortir du donjon, vous devez aller chercher donc sur ces tuiles les 3 morceaux de dés. Ça c'est votre objectif en tant qu'explorateur. Vous avez également ici des tuiles qui contiennent du loot. Donc là par exemple on a un petit coffre 1, c'est-à-dire que quand je vais l'explorer, je vais choper une carte de la rareté, aléatoirement une carte de la rareté annoncée. On est vraiment sur une rareté, vous savez, à la Diablo, hein, bleu, vert, bleu, violet et orange pour légendaire. Vous pouvez également avoir d'autres éléments. Donc,
dont je vais parler très vite parce qu'en fait vous allez vous en servir également très vite. Voilà, il s'agit des salves. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc les salves, elles ont deux utilités. En fait, faut partir du principe que vous savez, dans le jeu de base, vous êtes à 50 HP, mais là, ça va pas du tout être le cas. Vous allez avoir des HP qui vont être proportionnels au nombre de joueurs que vous allez être. Mais partez du principe que vous n'allez pas avoir 50. Les salves, en gros, c'est des soins, puisqu'il y a beaucoup de persos dans le jeu, vous le savez, qui n'ont pas de soins sur eux-mêmes. Il y en a genre très peu, je crois, qui ont du soin sur eux-mêmes, même dans leur capacité. Donc voilà, les salves, ça sert à soigner, puisque parfois ce sera vraiment nécessaire. Et ça a une deuxième utilité pour ces salves-là, c'est que ça sert aussi à ressusciter ses alliés. Si vous ne pouvez pas ressusciter un de vos alliés, vous perdez la partie. Donc voilà, les salves très utiles, et vous avez une sorte de réserve, et vous pouvez en récupérer. En fait, vous avez une réserve au début, vous pourrez en récupérer sur la map. Voilà, voilà un petit peu pour les éléments dont je vous ai... qui a place au début. Vous commencez bien sûr ici, sable pourpre, l'aventure commence. J'ai 2-3 petites choses encore à dire. Les salves, petit détail, elles vont... Là, vous allez sûrement vous demander, mais combien ça rend de vie? Eh ben, ça va dépendre du donjon, de la difficulté du donjon et le nombre de petits fragments que vous avez collectés. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi, puisque généralement, enfin, une fois qu'on a collecté quelques fragments, c'est là où on a besoin le plus de vie. Donc c'est là où, bah, on va dire, utiliser des salves va être le plus utile. Donc on voit ici une info très intéressante en fonction du nombre de joueurs. En fait, vous allez avoir les points de vie. En fait, en fonction du nombre que vous êtes, vous allez avoir un certain nombre de points de vie. Et la conclusion, donc, quand vous perdez, c'est-à-dire qu'un joueur meurt, ou quand vous gagnez, vous prenez certaines cartes, certains loots de la boutique, et vous sauvegardez, etc., etc. Vous avez aussi les jetons main du roi, mais ça on en reparlera quand je vous montrerai les ennemis. Voilà un petit peu pour le principe. Donc l'idée, voilà, regardez, mon petit personnage avec son standis, donc je le pose au début. Et l'idée, c'est que ben voilà, on va explorer tranquillement le donjon. Donc je vais mettre ma vie à 35. Bon, quand on est tout seul, évidemment, on a beaucoup de vie. Dès que vous arrivez à 2 joueurs, là je suis à combien? Je suis à 18, donc direct ça calme. Hein. Mais ouais, je suis à 35 au début, en étant seul. Donc par exemple, comment ça se passe? Alors c'est super simple, hein, pour le coup, les déplacements, vous avez vraiment pas le choix. Donc quand vous êtes hors combat, c'est très simple. C'est soit vous utilisez une salve maintenant, soit vous vous déplacez. Voilà. Donc là, je me déplace là. Hop, je retourne la tuile. Et vous résolvez les effets qu'il y a sur la tuile. Donc ici, qu'est-ce qui est noté? Donc je choisis de faire apparaître un ennemi bleu ou je paye 3 points de combat. Donc il y a toujours la mécanique des points de combat pour faire apparaître un ennemi vert. Vous pouvez également vendre des cartes. Donc ça, c'est une mécanique. Si vous avez des cartes loot que vous avez récupérées, vous pouvez les vendre maintenant, puisqu'en fait on verra que quand vous chopez des cartes loot, elles sont pas encore identifiées. Vous savez, c'est les vieilles mécaniques dans les hack and slash à la Diablo, c'est quand vous chopiez un item, il fallait un parchemin pour l'identifier. Bah là c'est exactement la même chose. Il faut un parchemin pour identifier les items. Là je vais devoir générer un ennemi bleu puisque bah, j'ai pas de points de combat à payer. Donc on va aller chercher un ennemi bleu. Donc, alors pareil, il y a des séparateurs, donc ça c'est très très cool. Hein. Voilà, donc j'ai eu lui, un bandit sans âme, avec une DA pas ouf. J'avoue que la DA, bon, je suis pas très fan. Après, elle est dans la, on va dire dans le thème du jeu, donc ça c'est, y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Et donc le bandit sans âme, alors, je vous l'ai dit, chaque ennemi a son objectif 2D, donc lui, il cherchera toujours, parce que lui aussi il va relancer ses dés, hein, un peu comme vous pouvez le faire dans Dice Throne, hein. Sauf que lui, il va chercher à obtenir tout ça. Voilà. Donc si par exemple il a des dés qui sont différents à son premier lancer, il va relancer les dés en priorité qui lui permettraient d'obtenir ça. On voit ici, première frappe, donc il va commencer à jouer, puisque en fait les combats se déroulent comme un match de Dice Throne en duel. Hein. Sauf que là, on sait que c'est lui qui commence et pas moi. Vous avez son nombre de points de vie, son nombre de points de combat. Là, vous allez me dire pourquoi il y a des points de combat. Bah, par exemple, pour les personnages qui vont voler des points de combat, c'est toujours très utile. Et là, son attaque et ici, son jet défensif, puisque quand vous l'attaquez, lui aussi il pourra se défendre. Voilà. On a vraiment un système, une sorte de système simplifié de ce que vous avez sur vos personnages. Voilà. Donc comme c'est lui qui commence, bah écoutez, on va le faire jouer en premier, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vais lancer les dés.
Hop, voilà. Donc là, et par exemple, il a ça. Donc ici, on voit qu'il a déjà 2 dés qu'il a pas besoin de toucher. Le reste, je vais relancer. Là, il a encore eu 2 dés qu'il a pas besoin de relancer. Je vais relancer un dé. Et là, voilà, il a tout ce qu'il lui faut. Après, souvent, bon, ces dés-là, ils apparaissent sur le 1, sur le 2, sur le 3. Donc forcément, cette marque-là est assez facile à avoir. Donc là, on va faire comme dans Dice Throne, hein, on va résoudre le pattern qui fait le plus de dégâts, hein, forcément. Donc là, il va m'afficher 7. Et si il obtient 3 chiffres identiques, donc là, ce n'est pas le cas. Il a que des chiffres, il a au maximum de chiffres identiques. Tous les ennemis engagés perdent un PC, donc un point de combat. Et engagés pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir des alliés. Bah, vous êtes tout seul dans le combat. C'est vos alliés qui vont vous rejoindre après. Donc moi, bien sûr, classique, je vais faire mon jet défensif, etc. etc. Donc là, ensuite, ça va être à moi de jouer. Je vais faire mes petits lancers de dés. Naninana, donc classique. Je vais jouer comme un tour de Dice Throne, en fait, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais par exemple, à la fin du tour, si vous n'avez pas réussi à battre l'ennemi, ça va être à vos potes de jouer si vous êtes en groupe. Donc ils vont pouvoir vous rejoindre. Ça va être à l'ennemi de commencer puisqu'il a toujours première frappe. Hein. Ça, il n'y a pas de changement. Ensuite, ce sera à votre ami de jouer. Et ainsi de suite. Si vous avez plus de joueurs, ils pourront vous rejoindre. Sinon, ce sera à vous de rejouer, etc. etc. Plutôt une chose. Moi, j'ai jamais. Il y a un truc que j'ai jamais aimé dans Dice Throne. C'est le fait d'avoir une personne aléatoire qui commence son tour. Voilà, je trouve que le premier tour dans Dice Throne te donne un avantage, je trouve, certain à la victoire, ce qui paraîtrait presque logique, puisque bah, c'est le principe du tour par tour, à mon sens. On a, à part si vous avez un réel désavantage, enfin un réel handicap à commencer, vous allez forcément être avantagé. Sauf que là, l'handicap à commencer dans Dice Throne, je l'ai jamais trouvé très gênant. C'est genre, je crois que je sais plus, vous piochez pas de cartes ou vous prenez pas de PC, je sais plus, au premier tour. Mais c'est pas un truc vraiment très grave, vous voyez. Et voilà, ça m'a toujours gêné dans Dice Throne. Là, j'aime bien le fait qu'ils aient mis cette mécanique des ennemis qui commencent avant vous. Parce que du coup, vous n'avez pas le temps de profiter justement de cet avantage de joueur du fait de commencer. Par contre, il y a un truc que moi je n'aime pas trop, c'est le fait, bah en fait, que ce soit très long pour qu'un joueur finalement joue. Ça m'embête un peu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais arriver, l'ennemi va jouer, je vais jouer, ensuite ce sera à l'autre joueur de se déplacer, à venir dans le combat, l'ennemi va jouer. Et ensuite il va jouer. C'est-à-dire que vous vous rendez compte le temps que le gars attend avant de pouvoir jouer. Ça, je trouve ça un peu long. Voilà, je trouve qu'on joue pas très souvent dans le jeu et du coup, c'est un peu frustrant. Il y a un autre truc aussi quand vous allez commencer à plus avoir trop de vie, c'est qu'en fait, souvent vous allez finir un combat, ça va être l'autre personne de jouer, elle va être obligée d'explorer la tuile, alors qu'elle a plus trop de vie. Ça aurait été mieux que moi, par exemple, ayant plus de vie, je l'explore. Ça tombe assez mal en fait. On a des, comme ça, je trouve des micro-frustrations, le fait que ça se boutique pas bien en fait dans l'ordre du tour. Il aurait peut-être fallu faire un ordre du tour à la Aeon Zen, je ne sais pas, trouver un autre système que vraiment du tour par tour très classique. Parce que je trouve qu'au final, je sais pas, ça marche. Il y a un truc qui me dérange dans ce fonctionnement-là. Voilà, donc une fois que j'ai fini mon tour, enfin j'ai battu mon ennemi, ici on voit que j'ai un coffre, je gagnerai un coffre bleu, donc 2. Donc en fait je prends la fiche qui est ici, vous voyez, donc je vois que en fonction de mon lancer de D20, donc le D20 qui est ici, hein, j'obtiendrai un des bonus qui est là, donc je vais lancer le D20. J'ai eu 14, donc là je vais gagner 2 d'or, donc je vais augmenter mon compteur d'or de 2. À savoir que l'or sert à acheter du loot à la fin, une fois que vous avez traversé le portail. Vous allez pouvoir acheter des nouvelles cartes, etc. Sachant que votre deck ne peut pas avoir plus de 60 cartes, je crois. Là, de base, il en a 40, si je me souviens bien. Voilà, il peut pas dépasser un certain stade, ça c'est un truc aussi. Donc, vous pouvez pas mettre toutes les cartes que vous lootez dans votre paquet. Mais les cartes que vous allez acheter avec l'or, ça, elles ont pas besoin d'être identifiées, contrairement à ce que vous allez looter
dans le donjon. Voilà pour le principe de Dice Throne. Pour ce qui est du concept de base, je pense qu'il y a des milliards de vidéos qui parlent de Dice Throne sans l'extension aventure. Mais voilà un peu pour le principe. Pour ce qui est des combats des boss, on est sur quelque chose de très classique, hein, toujours en 1-1, sauf que vous partagez une réserve commune de HP avec vos alliés, alors que là vous avez chacun votre réserve de HP. Ça change un petit peu. Et surtout la dynamique coop que je trouve plutôt cool, c'est qu'en fait toutes les cartes que vous avez dans le jeu de base en fait. Par exemple, je sais pas un joueur de votre choix peut réaliser une tentative de le lancer. Bah forcément, en tant que joueur coop, je trouve que c'est une autre dimension maintenant d'avoir des cartes comme ça qui peuvent intervenir pendant le tour de vos potes. C'est plus en fait ça qui va contrecarrer le défaut que je vous ai dit précédemment, le fait d'avoir un truc très... en fait on attend beaucoup avant de jouer, qui vous pousse un peu à regarder ce que fait vos potes pendant votre combat. C'est que finalement, vous pouvez intervenir si vous avez des points de combat avec les cartes orange, un peu à la manière quand vous jouez en 2 contre 2. Voilà, vous allez pouvoir modifier un peu ses lancers de dés, voilà, peut-être lui sauver la peau, etc. Donc voilà, heureusement qu'il y a ça, parce que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été très long avant de pouvoir jouer votre tour. Et ça, c'est plutôt un bon point. Alors, pas mal de choses à dire sur ce Dice Throne Adventure. Donc, déjà, super bonne idée à la base d'avoir repris l'idée de Dice Throne. Parce que Dice Throne, pour moi, vraiment, j'en étais resté... Limite, j'ai acheté le jeu en m'en battant complètement les couilles de la partie duel. Parce que je trouve que aujourd'hui, on fait beaucoup mieux en termes de duel. C'est-à-dire que là, le problème de ce jeu-là, c'est que les tours... Enfin, je sais pas, en fait, il y a un truc très... Je vous dis, moi, ce qui me gêne vraiment dans le jeu de base, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui commence, qui a un réel avantage. J'ai toujours trouvé ça un peu moyen. Il y a un équilibrage parfois des personnages qui est un peu hasardeux. Enfin, il y a tous les problèmes, si vous voulez, de l'asymétrie de manière générale. Avec, après, ce qui a des lancers de dés, c'est de la chance, c'est pas de chance. Vous le prenez comme vous voulez. Quand vous perdez un Yahtzee, c'est votre problème. C'est vous, votre notion de est-ce que j'ai perdu grâce à la chance ou parce que j'ai fait de la merde sur mes lancers. Ça vous regarde. Je considère que dans Dice Throne, l'aléatoire est frustrant, mais y a beaucoup de patterns, de formes où vous pouvez vous en sortir. Donc ça, il n'y a pas de... Je trouve que c'est pas un point gênant, l'aléatoire du dé. Et en plus, c'est sympa de lancer des dés, parce que même votre adversaire aussi a ce problème-là. Et en plus, les cartes viennent rajouter un aspect, je diminue l'aléatoire du jeu. Bref, on n'est pas là pour parler de jeu de base. Mais je trouve que c'est une excellente alternative aux gens qui, comme moi, aiment bien le principe, aiment juste pas le fait que ce soit un jeu de duel. Je trouve que ça fonctionne pas en tant que jeu de duel. Par contre, je trouve que en tant que proposition coop, c'était ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est un dungeon crawler. Profiter des asymétries des personnages. Certains vont attaquer directement, certains vont setup leur puissance au fur et à mesure. Mais voilà, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Même les ennemis, je trouve le principe des ennemis très bien designé, avec des objectifs à remplir. Ça se manie très bien, c'est pas très contraignant quand on joue un automa. Les boss sont bien foutus. Voilà, je veux dire, ils ont été intelligents dans leur démarche, et ça se sent qu'il y a eu de la réflexion de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, et ils sont allés chercher l'essence du dungeon crawler. Ils se sont dit, il y a quoi dans un dungeon crawler pour l'adapter dans Dice Throne? Il y a des tuiles à explorer avec des monstres, des challenges de plus en plus compliqués, du loot, voilà, des boss. Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, et dans ce sens-là, je trouve qu'il y a un réel cahier des charges qui est cohérent. Maintenant, ça va pas chercher plus loin. Et c'est peut-être ça où vraiment on va s'arrêter au stade de, comme Dice Throne le jeu, au stade du familial. C'est que finalement, on va pas chercher plus loin. On est sur l'essence, mais voilà, on s'arrête. Il n'y a pas énormément de profondeur. Alors, il y a des cartes, forcément du loot, avec des effets rigolos, des effets sympas, qui viennent nous ajouter un peu de densité. Mais vous avez vu, hein, il n'y avait pas 15 000 règles. Voilà, il y a les fondamentaux de l'exploration de donjons, mais c'est tout. Après, moi je trouve que c'est efficace. J'ai aucun problème avec ça.
Mais voilà, ça reste une base de dungeon crawler, un truc finalement, alors forcément il y en a peut-être qui vont trigger quand je veux dire ça, mais assez basique. Moi j'ai un problème un petit peu avec par contre le fonctionnement tour par tour. Je trouve que bah, on passe quand même beaucoup de temps à regarder ce que font les autres, puisqu'il y a un tour d'un joueur est quand même assez long, hein, dans Dice Throne, hein. Le temps de lancer ses dés, de réorganiser, d'utiliser ses cartes, machin. Le temps de l'ennemi qui joue. Alors oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut interagir avec ses potes avec ces cartes-là, et ça c'est très très bien. Mais on passe son temps quand même à attendre, et c'est un petit peu dommage. Mais voilà. Après, j'ai pas. En fait, je trouve que globalement, j'ai pas énormément de points négatifs et de points positifs à dire, parce que je trouve que c'est un jeu qui. Enfin, en plus, c'est difficile de parler de jeu, c'est une extension qui sublime le jeu de base. Pour moi, ça c'est certain. Elle a une réelle plus-value, c'est hyper intéressant d'avoir fait une proposition coop. Cependant, bah, c'est un bon. Enfin, moi je le considère en tant que jeu, hein, bien sûr, mais c'est un bon jeu. Voilà. Ça va pas vous faire sourciller ou créer énormément d'émotions autre part que la mécanique des dés, des résultats des dés. Voilà, les mécanismes du dungeon crawler vont pas vous dire ah ouais putain truc de ouf, ah oui je suis étonné là. Non, ça va être ce qui va vous motiver, c'est la course au loot et le résultat de dés qui vont vous donner un peu des émotions. Mais au-delà de ça, ça reste très bateau. Enfin, ça reste très voilà. C'est un bon jeu, mais ça va pas devenir un must-have, un truc de ouf de votre collection où vous vous dites putain, ça, il y a vraiment des choses incroyables dans le jeu. Non, non, ça, voilà. Ça fait le taf, mais c'est pas non plus. Je pense qu'on encense un peu, on s'excite un peu. Mais de toute façon, je trouve qu'on s'excite globalement beaucoup sur Dice Throne. Alors que bon, c'est voilà, c'est intéressant comme proposition, mais les émotions sont pas. Parce qu'après, c'est mon avis, hein, mais les émotions sont pas non plus exceptionnelles. Voilà pour Dice Throne Adventures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis, bah, écoutez, à la prochaine, hein. Je crois que c'est Etherfields, hein, le prochain jeu. Je vais pas vous mettre de lien affilié. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en rupture de stock partout. Donc ça sert à rien que je vous mette un lien si en fait vous arrivez sur une boutique, c'est en rupture de stock. Désolé. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.